Bonjour à tous. Je vais vous poser une question et merci, mesdames, de ne pas vous offusquer de la question que je vais vous poser, mais qui a plus de 40 ans dans la salle? Levez la main. On est majoritaire. Eh bien, figurez-vous qu'il y a un peu plus d'un siècle, nous serions statistiquement tous, ceux qui ont levé la main, morts. Oui, parce qu'au début du XXe siècle, l'espérance de vie était en moyenne d'une quarantaine d'années. En l'espace d'un siècle, notre espérance de vie a doublé. Alors, nous devons cette chance à une révolution, la révolution scientifique et technologique du XXe siècle, mais vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons actuellement, et depuis une vingtaine d'années, une nouvelle révolution, la révolution technologique digitale. Certains prétendent que cette révolution est équivalente à plusieurs Gutenberg simultanés. Elle touche toutes les couches, toutes les strates de notre société. Et en plus de cela, elle fait en sorte que la transformation du monde évolue à une vitesse exponentielle. Alors, un exemple dans le domaine de l'économie, en 1920, une entreprise avait une espérance de vie de 67 ans. Aujourd'hui, une entreprise a une espérance de vie de 15 ans seulement. Certains analystes prévoient qu'à peu près 40% des entreprises du Fortune 500 pourraient disparaître à l'échelle d'une seule décennie. Alors, évidemment, cette perspective est angoissante, mais simultanément, elle ouvre des opportunités extraordinaires. Et ce ne sont pas juste des jeunes start-upeux qui peuvent dire ça. Un monsieur que j'aime beaucoup, Michel Serres, disait la semaine dernière, dans une interview, que nous vivons dans un paradis. Oui, nous vivons à notre époque dans un paradis, contrairement à ce que l'on peut croire. Et si vous n'y croyez pas vraiment, regardons ensemble quelques faits statistiques, quelques chiffres. Premier chiffre, la mortalité infantile a été divisée par 10 en un seul siècle. Idem pour l'accès, le coût d'accès à la nourriture, divisé par 10. Le coût d'accès à l'énergie, en l'occurrence l'énergie électrique, a été divisé par 20 en un siècle. Le coût d'accès au transport par 100, le coût des télécommunications par 1000. Alors on ne cesse de dire que nous vivons dans un monde dangereux, un monde extrêmement violent. Mais en réalité, lorsque vous comparez nos vies à la vie qu'avaient nos ancêtres à l'époque des sociétés primitives, à l'époque des sociétés primitives, 15% des hommes mouraient de mort violente. 15%. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à 0,03%. Nous l'avons divisé par un facteur 500. Ce n'est pas un truc de gogo que je vous raconte là, c'est la réalité. Il suffit de regarder, par exemple, les grands mouvements d'émancipation du XXe siècle. Il suffit de regarder le taux de pauvreté qui ne cesse de chuter, et particulièrement depuis les 30 ou 40 dernières années. Il suffit de regarder aussi le taux d'alphabétisation qui augmente massivement. Mais vous allez me dire, évidemment, pourtant, tous les jours, quand je regarde la télé, quand je regarde la presse, ce n'est pas du tout l'image du monde que j'ai. L'image du monde que nous renvoient les médias est extrêmement angoissante, elle est anxiogène, elle nous paralyse parfois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous sommes à ce point hypnotisés par ces mauvaises nouvelles et pourquoi nous laissons finalement de côté toutes ces bonnes nouvelles qui existent dans la réalité? Pour comprendre ce qui se passe, il faut aller creuser dans le fonctionnement de notre cerveau. Bernadette l'a très bien dit tout à l'heure, un certain nombre d'exemples. Je vais essayer de résumer assez simplement ce qui se passe dans notre cerveau face aux mauvaises nouvelles. Nous avons quelque part au cœur de notre cerveau une zone qui s'appelle le complexe amygdalien. Il
faut savoir que ce complexe amygdalien n'a pas évolué depuis l'époque où nous étions des hommes et des femmes préhistoriques. Sauf qu'à l'époque, un danger voulait dire question de vie ou de mort. Donc évidemment, le complexe amygdalien qui n'a pas bougé, qui est la zone de détection de la peur et de l'angoisse, fait que lorsque nous sommes face à une mauvaise nouvelle ou à un danger, eh bien nous avons exactement les mêmes réponses physiologiques qu'à l'époque. Et ce complexe amygdalien, de par sa fonction, fait que nous portons 10 fois plus d'attention aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes nouvelles. Alors, c'est un véritable paradoxe, vous allez me dire, parce que le monde est effectivement fait de plus en plus d'opportunités, de plus en plus de bonnes nouvelles, et pourtant, nous n'arrivons pas à prêter attention à ces bonnes nouvelles parce que nous sommes envahis par cette peur qui, d'ailleurs, nous monopolise, nous hypnotise du fait du fonctionnement de nos cerveaux. Et les médias qui ont leur business model directement lié à notre attention l'ont très bien compris. Les politiques aussi, d'ailleurs. Il y a un autre phénomène qui est en jeu, c'est que plus nous sommes en contact avec ces mauvaises nouvelles, un petit peu comme une sorte d'accoutumance à une substance toxique, plus nous avons besoin de pics, de chocs supplémentaires pour prêter encore plus d'attention. Et vous imaginez le cercle vicieux qui est en jeu. La première fois que je me suis rendu compte de ce paradoxe, c'était au milieu des années 2000, à la rencontre de gens qui s'investissaient, qui mettaient toute leur énergie pour se lancer dans des projets innovants avec une vision radicalement optimiste de l'avenir. Et cette rencontre, je l'ai faite dans un lieu, une conférence, la conférence TED. La conférence TED a été créée dans les années 80, 1984 pour être très précis, et c'est une conférence où passent sur scène des intervenants exceptionnels, pas parce qu'ils sont forcément tous connus, certains d'entre eux sont radicalement inconnus, mais ils ont tous une vision particulière du monde. Ils sont tous investis, ils mettent toute leur énergie pour faire en sorte de construire un futur meilleur. Et ils le font d'une manière particulière, en étant fidèles à un format, une prise de parole courte, 18 minutes maximum. Pourquoi 18 minutes? Parce que le fondateur de TED s'est rendu compte que c'était le temps maximum que l'on pouvait accorder à une personne qui nous racontait une histoire ou qui nous parlait d'un sujet qui n'était pas notre domaine d'expertise. Il le faisait en apportant une idée nouvelle et il le faisait surtout en utilisant l'émotion. Alors, j'ai été tellement bouleversé par cette expérience, véritablement. Bertrand, tu as dit que j'ai changé de vie à un moment donné. Oui, c'est exactement le cas. J'ai été tellement bouleversé que j'ai voulu rentrer en France et importer ce concept en France. Alors j'ai fait une chose qui a en fait changé ma vie. J'ai demandé à TED s'ils acceptaient que j'organise une conférence au format TED à Paris. C'était en 2009. Ce que TED m'a accordé. La possibilité, pour la première fois, d'organiser une conférence au format TED, 18 minutes maximum, avec toutes ses contraintes, à Paris. Et c'est comme ça qu'est né, pour la première fois, TEDx Paris, en mai 2009. Nous étions, pour la toute première édition, une bande de copains, 100 personnes au cœur de Paris. 6 mois plus tard, on était 700 dans une salle pas très loin des Champs-Élysées. Encore 6 mois plus tard, 900. Et d'année en année, je peux le dire maintenant, avec une certaine modestie et une certaine surprise. Très honnêtement, nous n'attendions pas ce succès. Les plus grandes salles parisiennes, l'Olympia, le Théâtre du Châtelet et, comme tu le disais Bertrand, la semaine dernière au Grand Rex, 2800 personnes, avec une véritable ferveur, une véritable envie de découvrir ces nouvelles idées et de vivre cette expérience. 2800 personnes dans la salle, près de 25 000 personnes sur Facebook, à peu près 130 000 personnes dans notre communauté qui suivent ensuite les vidéos sur Internet. Mais en fait, quand
Quand j'ai voulu créer cette expérience, il s'est posé un problème. Comment être capable d'être à la hauteur de l'expérience que j'avais vécue à TED? Comment faire en sorte que les intervenants soient aussi inspirants? Comment faire en sorte qu'ils soient aussi engageants? Et pour essayer de répondre à cette question, je me suis plongé, en bon ingénieur, dans le fonctionnement du cerveau, essayer de comprendre ce qui se passait. Je vais vous livrer la recette, en fait, ce secret que j'ai découvert, faire une sorte de reverse engineering du fonctionnement, de la préparation des intervenants à nos conférences. Pour schématiser, notre cerveau est divisé en 3 parties. Une première partie au cœur, qui est le cerveau reptilien en charge des réflexes. Au milieu, le cerveau limbique, qui est en charge de toute la partie émotionnelle. Et puis, à la périphérie, le cortex, le cerveau en charge du raisonnement, de l'analyse, de la logique. Il faut savoir que plus on s'écarte du centre, autrement dit, plus on s'éloigne du reptilien, plus le cerveau a besoin de faire des efforts pour traiter les informations qu'il reçoit. Autrement dit, le cerveau limbique a besoin de faire moins d'efforts pour traiter une information que le cortex. C'est ce qui explique pourquoi nous sommes plus à même à donner de l'attention à un danger, une émotion, la peur, qu'à une longue analyse ou un tableau Excel très complexe ou un discours très complexe. Et donc, quand on comprend cela, on s'aperçoit que finalement, si l'on veut être convaincant, si l'on veut générer de l'attention, si l'on veut toucher un public, on a tout intérêt à parler aux couches basses du cerveau, la couche la plus accessible étant évidemment le cerveau limbique, donc faire appel à l'émotion. Faire appel à l'émotion, c'est quoi? C'est faire appel à la narration, raconter une histoire, partager de l'affect, créer de la surprise, créer de l'interaction, c'est cela, plutôt que de délivrer des discours complexes qui analysent avec des données, avec des schémas, qui demandent de faire appel au cortex et donc au cerveau logique. Et ça, c'est valable pour une conférence, c'est valable dans une salle de cours, c'est valable en communication. Les publicitaires l'ont très bien compris depuis bien longtemps. Et donc, ce secret, cette méthode que j'ai utilisée depuis maintenant 7 ans pour préparer nos intervenants à monter sur nos scènes, je l'ai consigné dans une méthode qui est au service aujourd'hui de tous ceux et toutes celles qui souhaitent monter sur une scène. Alors, je vais vous livrer 2-3 conseils qui sont issus de cette méthode. Le premier conseil, c'est qu'évidemment, lorsqu'on prend la parole, il vaut mieux délivrer non pas 3, 4, 5 messages, mais un seul message. Un seul message. Faites-le dans un temps court et faites-le en vous focalisant sur une idée. La deuxième chose, c'est que, évidemment, nous sommes beaucoup plus pertinents, beaucoup plus percutants, comme je vous l'ai dit, et avec les raisons pour lesquelles je vous l'ai dit, en utilisant la narration et l'émotion. Et la dernière chose, c'est que nous sommes tous, mais tous terrifiés à l'idée de monter sur une scène. C'est normal, c'est physiologique. Il y a une étude qui avait été menée aux États-Unis qui prouve que, sur un échantillon d'1 millier de personnes, la peur première est celle de la prise de parole en public, avant même la peur de mourir. Et donc, il faut pouvoir dompter cette peur. Et pour cela, il faut comprendre ce qui se passe. Et encore une fois, notre cerveau est en jeu dans cette affaire. Lorsque je suis sur cette scène, face à vous, je suis comme si, à l'époque préhistorique, et mon cerveau réagit comme cela, j'étais seul, dénué de toute défense, dans la savane, face à un prédateur. Je suis la proie, vous êtes le prédateur. Donc il faut savoir dompter cette bête, et pour dompter cette bête, il n'y a rien de mieux que de se préparer, de répéter, de créer une sorte d'automatisme qui fait que
nous n'avons pas besoin de faire appel à notre cortex qui demande beaucoup d'énergie pour pouvoir délivrer ce discours, parce que notre cerveau est quand même pas mal monopolisé par cette peur qui, malgré quasiment une décennie de prise de parole sur scène, je vous le garantis, est toujours et systématiquement présente lorsque l'on monte sur une scène. Alors, cela fait maintenant 7 ans qu'avec mon équipe, nous mettons ce savoir-faire à disposition des individus, des organisations pour qu'elles puissent être performantes, à la fois pour prendre la parole, pour délivrer leur message, mais aussi pour d'autres choses. Et nous le faisons particulièrement pour des associations, pour des acteurs du monde social et solidaire. Chaque année, nous accompagnons en moyenne une dizaine de ces acteurs pour faire en sorte qu'ils soient mieux connus du grand public au travers de ces méthodes, mais aussi être en contact avec un certain nombre d'acteurs qui leur permet de se développer. Nous le faisons évidemment aussi auprès des entreprises, qui nous permet véritablement de continuer à financer l'ensemble de ces programmes. Et les entreprises viennent nous voir en gros pour 3 choses. La première, c'est d'apprendre à prendre la parole en public, de mettre à disposition ces méthodes, que ce soit en cours collectif ou en relation one-to-one, autrement dit en coaching, pour leur permettre de délivrer des prises de parole, des talks, comme on dit dans notre jargon, qui soient les plus percutants, les plus impactants possibles. La deuxième chose, et c'est parce qu'on a eu cette chance pendant 7 ans d'être au cœur d'un écosystème innovant extrêmement riche, un millier de personnes que nous avons accompagnées de tous les horizons, dans l'univers technologique, mais aussi dans tous les secteurs d'activité, nous mettons à disposition des contenus de formation, des contenus d'acculturation, mais aussi des experts pour les organisations qui souhaitent engager la transformation au cœur de leur écosystème, auprès de leur direction opérationnelle, auprès de leur comité exécutif. Et enfin, la troisième chose que nous faisons, parce que la transformation n'est pas un acte unique, une fois, aller à une conférence ou suivre une formation et puis c'est terminé, mais véritablement une démarche récurrente, nous créons des expériences qui font appel à ces concepts que j'évoquais tout à l'heure pour permettre véritablement à la fois d'acculturer, d'inspirer, mais véritablement aussi d'engager la transformation au cœur des entreprises et des organisations. Et nous le faisons systématiquement en utilisant l'émotion comme vecteur de prise de conscience et d'engagement de chacun des acteurs de ces organisations pour qu'ils soient moteurs de cette transformation. Alors Bertrand parlait tout à l'heure d'un événement qu'on organise effectivement aux Fontaines et qu'on va réorganiser le 12, 13, 14 mai prochain, ici même. Cet événement, c'est l'Échappée. L'Échappée est un événement qui rassemble un millier de personnes. Ils étaient là il y a 8 mois, là et à l'extérieur évidemment, pour à la fois suivre des conférences, donc toute une dimension inspirationnelle sur les sujets de prospective, de transformation du monde. Nous allons les chercher dans le monde entier. En moyenne, la moitié d'entre eux viennent de l'étranger. Mais pas seulement de l'inspiration, aussi de l'expérience, parce que engager la transformation, c'est véritablement toucher, manipuler, faire en sorte de mettre les mains dans la glaise pour comprendre ces différentes innovations qui sont en jeu. Et enfin, organiser des workshops et des moments de network pour créer des liens, pour véritablement commencer à travailler sur cette transformation. Ça dure 3 jours et 2 nuits. C'est intense, c'est drôle, c'est enrichissant. On en sort avec une pêche d'enfer. Et je vous invite, si ça vous intéresse, à venir y participer. Alors, si on fait tous ces programmes, c'est parce que nous avons une conviction. Cette conviction, c'est que le futur, ce n'est pas un film qu'on regarde avachi dans un fauteuil en mangeant du pop-corn. Non, le futur, c'est finalement un horizon qu'on dessine en fonction de notre vision, de notre engagement, de nos actions. Il y a un millénaire, seuls les rois et les reines avaient cette capacité
à être transformateurs du monde. Ils bâtissaient des empires, ils fondaient des monnaies, ils lançaient des guerres. Il y a un siècle, c'était les capitaines d'industrie qui étaient capables véritablement de changer la donne à l'échelle du monde, en créant des usines, en créant des bibliothèques. Aujourd'hui, grâce à la révolution technologique, c'est chacun d'entre nous qui a ce pouvoir. Et cela, c'est notre conviction profonde, et c'est pour ça que nous faisons tout cela, c'est que nous sommes convaincus que c'est notre action individuelle, notre action parfois très simple, notre action parfois extrêmement locale, pas forcément globale, mais notre action grâce au digital viral qui nous permettra de dessiner ce monde de demain et de reprendre la main sur notre destin collectif. Je vous remercie.